Bien, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je suppose que vous savez déjà, mais le gouvernement, dans la déclaration de politique générale de 2014, avait indiqué sa volonté d'opérer une mutation du projet bâtiment exemplaire. Étant donné les résultats de cette opération, je vais revenir un peu plus tard là-dessus, vers une prise en compte de l'ensemble des éléments du développement durable pour stimuler l'innovation et l'exemplarité, pas seulement dans le domaine environnemental ou énergétique, mais aussi dans les autres piliers du développement durable, à savoir l'innovation en matière sociale, et on va revenir sur un certain nombre d'éléments qui sont proposés comme critères, en matière économique, et puis, donc ça c'est les trois piliers traditionnels, hein, le social, l'économique et l'environnemental, mais à ça s'ajoute aussi le quatrième pilier que certains évoquent comme étant le domaine culturel, et qui ici évidemment est pris dans le sens de la contribution du projet aux qualités architecturales et urbanistiques, permettant d'avoir aussi un apport en matière de contribution à la qualité urbaine du point de vue justement des références plutôt culturelles. Alors, le programme BATEX a connu un succès important puisque, si je reprends de façon très synthétique le bilan, 6 appels, 243 projets, 33 millions d'euros octroyés, 620 000 mètres carrés de bâtiments sélectionnés. On peut dire que cette opération a permis de faire entrer dans la réalité les objectifs en matière de performance énergétique, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le gouvernement a souhaité élargir les critères d'appréciation, parce qu'en fait, au niveau de la performance énergétique, non seulement l'expérimentation BATEX a produit des résultats concrets au niveau technique, au niveau de la façon de réaliser concrètement les projets, mais en plus, au niveau réglementaire, vous le savez, la région était en avance par rapport aux impositions européennes, puisque à partir de 2015, le standard dit passif est obligatoire pour toute construction neuve. Et donc, ça n'avait plus beaucoup de sens de valoriser uniquement l'exemplarité en matière énergétique, puisque les contraintes réglementaires sont telles que les projets doivent d'office répondre à ces critères. Alors bien sûr, vous allez voir, le volet environnemental n'est pas du tout oublié, parce qu'à côté de la performance énergétique, il y a un certain nombre d'autres aspects importants dans l'exemplarité et la durabilité de la conception et de la réalisation des constructions. Mais donc, c'est la raison principale pour laquelle le gouvernement, dans sa déclaration de politique générale, a montré l'intention de dépasser le cadre environnemental. C'est aussi la raison pour laquelle le projet a dorénavant été confié à Bruxelles Développement Urbain, bien entendu en partenariat avec Bruxelles Environnement, mais donc c'est un transfert, entre guillemets, de la conduite du programme de Bruxelles Environnement vers Bruxelles Développement Urbain. Voilà, donc le bilan de BATEX est évidemment disponible sur le site de Bruxelles Environnement. Il y a une petite plaquette très bien faite qui, en quelques pages, montre un peu l'ensemble des projets, leur localisation, très variée, puisque c'est aussi bien dans le centre qu'en deuxième couronne. Ça concerne aussi bien des bâtiments de logement que des bâtiments de bureaux, des bâtiments développés par des investisseurs publics, comme la SLRB, CityDef ou d'autres, ou des bâtiments développés par le secteur privé. Donc dans la plaquette, il y a toutes les localisations et les bureaux d'architecture et les maîtres d'ouvrage. Donc, le nouveau cadre de ce projet, c'est bâtiment bruxellois exemplaire, et la dénomination, entre guillemets, standard,
qui a été imposé par le mode de communication du ministère, c'est Be Exemplary. Parce qu'il faut toujours maintenant, au niveau communication, avoir un standard qui commence par Be. Donc, les projets qui sont susceptibles d'être agréés doivent rencontrer une série de thématiques plus larges que la thématique environnementale. Il y a les objectifs patrimoniaux, les objectifs sociaux et démographiques, des objectifs économiques et des objectifs environnementaux. Voilà. Donc, le projet, c'est une coproduction Bruxelles Développement Urbain, Bruxelles Environnement, mais nous avons aussi évidemment d'autres partenaires, en particulier l'équipe du Bouwmeester, maître architecte, puisque comme vous allez le voir, il y a un volet important sur la qualité architecturale et urbanistique. Et puis, nous avons aussi le soutien du centre urbain qui va nous accompagner et permettre aussi d'accompagner les demandeurs dans le processus d'introduction de leur candidature. Alors, Be Exemplary, c'est pour qui? C'est un peu comme Batex, c'est-à-dire c'est accessible à tout maître d'ouvrage. Et comme dans le cadre de Batex, il y a deux parties. Il y a une partie de financement qui est réservée à la réalisation du projet et une autre partie qui est une aide à la conception. Donc, comme dans le cadre de Batex, il s'agit d'un subside de 100 € par mètre carré, avec un plafond lié aux contraintes européennes des minimis, 90 € pour le maître d'ouvrage et 10 € pour le bureau d'architecture ou le bureau de conception, puisqu'en général, dans des projets importants, ce sont évidemment des équipes pluridisciplinaires, avec un minimum de 5 000 € par projet et un minimum de 100 000. Alors, Be Exemplary, ce n'est pas seulement une aide financière, comme dans le cadre de Batex, il y a aussi une aide d'accompagnement des candidats. Donc il y a un processus de guidance, de suivi, de conseil, pour améliorer leur candidature, de manière à ce que, justement, le côté exemplaire et innovant du projet puisse être garanti. Alors, dans le règlement, 4 critères ont été mis en place avec une importance équivalente. C'est l'efficacité énergétique, l'impact environnemental, la rentabilité et la reproductibilité et la qualité architecturale, l'innovation et la visibilité du projet. Donc, comme je l'ai dit au début, ça rencontre les 4 piliers du développement durable. Donc, ce sont des projets exemplaires en matière de durabilité, pas seulement des projets exemplaires en matière de performance environnementale. Dans ce cadre-là, l'architecture et l'urbanisme sont évidemment un élément très important à la contribution du milieu urbain. L'aspect social va couvrir une série d'éléments à la fois de programme et de réalisation. L'aspect environnemental est plus connu, puisque à côté de la performance énergétique, il y a tous les autres aspects, évidemment, l'eau, le bruit, l'air, les déchets, etc. Et enfin, le dernier élément, en matière économique, il y a, comme précédemment dans Batex, l'appréciation de la reproductibilité des projets, mais aussi un accent particulier qui est mis sur l'économie circulaire. Alors, à côté des critères d'appréciation du dossier et de candidature, il y a aussi, comme dans le cadre de Batex, une importance qui est mise sur le processus de projet. Donc, c'est aussi pour ça que nous avons voulu anticiper la guidance pour assurer qu'il y ait une réflexion innovante en matière de programmation, qu'il y ait une réflexion innovante en matière de réponse au programme, en termes architecturaux et urbanistiques, mais aussi, comme dans le cadre de Batex, l'importance de la poursuite du projet en termes d'exécution, et notamment la mise en œuvre du chantier et puis l'occupation future de l'immeuble. En ce qui concerne le premier critère, qualité
qualité architecturale et urbanistique. Mais en fait, ces critères-là reprennent un petit peu aussi l'expérience du premier mandat du bourgmestre bruxellois, Olivier Bastin, puisqu'on a intégré comme élément d'appréciation les critères d'urbanité, d'habitabilité et enfin les critères plus techniques. En matière d'urbanité, il y a évidemment la contribution du projet à la qualité de vie urbaine, donc notamment l'intégration du projet dans le contexte urbain, la manière dont les objectifs de densité sont rencontrés, c'est-à-dire avec évidemment la réponse nécessaire à l'utilisation parcimonieuse du sol et aux défis démographiques, donc d'une certaine façon la nécessité de densifier, mais densifier évidemment de façon raisonnable, raisonnée et compatible avec la qualité du quartier dans lequel le projet s'insère. Bien sûr, la question du rapport entre le bâtiment et son environnement direct est particulièrement mise en évidence dans la relation entre l'espace privé et l'espace public. Donc l'activation de l'espace public et la générosité du projet vers l'espace commun. Enfin, en matière d'urbanité, on assiste évidemment aussi dans la conception de la spatialisation du projet, la réduction des impacts négatifs. Alors l'habitabilité et la fonctionnalité du projet, mais ça c'est un critère assez habituel évidemment en matière d'architecture. Il y a un programme et puis comment on répond à ce programme de façon la plus adéquate, c'est notamment en garantissant la qualité spatiale, la qualité des espaces, leur éclairage, leur commodité, les circulations entre les espaces, la fonctionnalité de l'immeuble et bien sûr aussi la mixité fonctionnelle. Dans le cadre de Batex, par exemple, certains bâtiments de bureaux avaient été sélectionnés et subventionnés parce qu'ils atteignaient des performances environnementales en matière d'économie d'énergie. Par contre, en matière urbanistique et en matière de contribution au tissu urbain, des projets entièrement monofonctionnels sont évidemment plus d'actualité aujourd'hui pour le développement de Bruxelles. Donc mixité fonctionnelle, on verra aussi mixité sociale dans le cadre du volet social. En matière technique, au niveau architectural, il y a la question de la flexibilité et de l'évolutivité de l'immeuble, ses capacités de transformation dans sa durée de vie. On voit que c'est un sujet vraiment très important aujourd'hui. On le constate notamment dans le parc de bureaux, avec la reconversion d'un nombre important d'immeubles, mais aussi la difficulté de reconvertir les immeubles qui, initialement, ont des dimensions spatiales et des dimensions de plateau qui font que leur transformation ou reconversion s'avère vraiment très difficile. Donc, dans la durabilité architecturale, on a aussi inscrit le principe de la reconversion possible des immeubles. En matière sociale, mais le projet doit évidemment contribuer à créer du lien, donc veiller par exemple à ce que les rez-de-chaussée soient en communication avec l'espace public et avec des fonctions qui permettent des relations avec la ville. Il y a évidemment la question de l'accessibilité et en particulier dans les projets de logement, nous sommes évidemment attentifs à ce que l'accessibilité financière soit garantie pour au moins une certaine partie de ces logements, puisque l'objectif de la durabilité, c'est aussi évidemment de répondre aux besoins sociaux de la ville et de la population habitant à Bruxelles. Enfin, on retrouve aussi des éléments de flexibilité et de modularité pour répondre à des besoins sociaux qui peuvent être évolutifs dans le temps, que ce soit des espaces communs, les façons nouvelles d'habiter, etc. Et bien sûr aussi les éléments de mixité fonctionnelle et sociale. En matière environnementale, là, vous connaissez bien l'ensemble des défis auxquels la région est confrontée. Il y a bien sûr la question énergétique. Alors en matière de performance, les normes aujourd'hui sont à la pointe au niveau bruxellois. Par contre, un certain nombre d'autres questions restent encore à creuser, donc que ce soit les énergies renouvelables ou les modalités de utilisation d'énergie à travers des projets
mixte. Par exemple, un immeuble avec des bureaux et des logements, on pourrait évidemment avoir un système de production d'énergie qui fasse bénéficier les logements de la chaleur excédentaire produite par les immeubles de bureaux. Alors, bien sûr, je vais... À 13h30, on doit sortir de la salle. Oui, c'est ça. Donc, je ne vais pas détailler l'ensemble de ces critères, d'autant qu'ils figurent dans le règlement que vous pouvez lire. Malheureusement, comme la présentation ici s'est faite un peu rapidement dans le calendrier, nous n'avons pas pu traduire le PowerPoint et je suis désolé aussi pour les néerlandophones, l'exposé de façon un peu anormale va se faire entièrement en français, mais évidemment le règlement que vous pouvez prendre à la sortie est évidemment traduit dans les deux langues. Voilà, donc en matière environnementale, la question énergétique reste une question intéressante. La question de la gestion des eaux est tout à fait stratégique avec le réchauffement climatique et les problèmes de prévention des inondations, mais aussi l'utilisation rationnelle de cette ressource. Donc on a aussi dans ce domaine-là des expérimentations et des progrès à faire. Dans le RRU, il est bien indiqué qu'il faut implanter des citernes d'eau dans les immeubles, mais rien n'impose leur utilisation. Donc on voit bien qu'il y a un chaînon manquant pour en faire vraiment des capacités, par exemple, de réserve en matière de pluie anormale ou de risque d'inondation. Milieu naturel et biodiversité. Bien sûr, à côté du réchauffement climatique, l'autre enjeu environnemental fondamental pour les années à venir, c'est le risque de perte de biodiversité. Donc là, nous avons commencé avec Bruxelles Environnement à réfléchir d'ailleurs à ces questions-là dans le cadre de la révision du règlement régional d'urbanisme ou dans le cadre de projets comme le projet urbain-loi sur la rue de la Loi avec les coefficients de biotopes par surface. Donc la façon de avoir des éléments quand même objectivables sur les compensations qui sont faites par rapport à la perte de milieu naturel lorsqu'il y a des constructions. En matière de confort et santé, c'est évidemment très important. On pense aux problématiques d'isolation acoustique, de qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Enfin, la question de la gestion du bâtiment dans sa phase d'utilisation est aussi très importante parce qu'on voit qu'il peut y avoir des écarts considérables entre les modèles théoriques de consommation d'énergie, de consommation de ressources, et puis la pratique dans l'utilisation réelle des immeubles. Enfin, un dernier élément qui concerne aussi bien l'environnement que d'autres aspects de la durabilité, c'est évidemment les questions de mobilité et d'accessibilité. Alors bien sûr, ça dépend pas seulement du concepteur de l'immeuble, puisque s'il doit implanter un immeuble à un endroit où la desserte en transport en commun est très mauvaise, il ne peut pas lui-même investir une nouvelle ligne de tram pour relier son immeuble, mais il y a un certain nombre d'éléments comme l'encouragement au mode doux, l'utilisation des vélos et l'encouragement de la marche à pied. En matière d'économie circulaire, vous connaissez le concept, il consiste à dire que la ville devrait avoir un autre métabolisme, plutôt que d'avoir d'un côté des ressources qui arrivent, qui sont utilisées, et puis en sortie la production de déchets, mais pour avoir davantage de recyclage, de réutilisation. Donc, l'économie circulaire, c'est un concept certainement beaucoup plus vaste que cet aspect restreint d'utilisation de matériaux. Dans le cadre des projets, ça reste quand même le cœur, c'est la gestion des ressources. Mais il y a aussi, en matière d'économie circulaire, des aspects plus globaux qui concernent, par exemple, les modalités de mise au travail qui va être occupé à la fois dans la construction de l'immeuble, dans sa gestion et dans son utilisation ultérieure, le savoir-faire local, les processus de formation et enfin les processus de financement.
Dans l'économie circulaire, on a aussi évidemment les questions que j'ai déjà évoquées de mise à l'emploi, notamment des personnes peu qualifiées, et enfin la question de la reproductibilité et de l'adéquation du coût du projet avec les objectifs poursuivis. Parce que de façon théorique, on peut avoir des performances excellentes ou viser des performances absolues excellentes dans différents domaines, et puis en fait en faire des projets tout à fait impossibles à reproduire parce que les coûts seraient tout à fait disproportionnés par rapport aux bénéfices des performances attendues. Oui. Alors, pour quel projet mais là, c'est un peu comme dans le processus BATEX. Pour être candidat, le projet doit être localisé dans la région. Il doit être soumis à une demande de permis d'urbanisme. Donc, ce ne sont pas des projets uniquement de modification d'une installation de chauffage ou des choses pareilles. Et il faut, ça c'est un élément évidemment très important, il faut que le chantier n'ait pas encore démarré au moment de la désignation du projet lauréat. L'objectif est justement de pouvoir désigner des lauréats sur base d'un projet avec ou sans permis d'urbanisme, mais de telle manière qu'il y ait un accompagnement dans la réalisation et donc que le projet ne soit pas encore à l'état de chantier. Voilà, donc la volonté du gouvernement, c'est de mettre en évidence des projets innovants qui répondent à ces 4 défis, à la fois au niveau de la conception, mais aussi tout au long du processus, y compris du processus de réalisation.